Bonsoir à tous, bienvenue au troisième grand rendez-vous de la semaine. Oui, nous sommes là avec beaucoup d'informations pour vous, des informations axées sur le développement. On vous les présente à travers trois différents plateaux, animés bien sûr par un journaliste spécialiste des questions d'agriculture, et nous aurons un sexologue sur le deuxième plateau. Le troisième sera animé par des apprentis physiciens. Oui, ils seront là avec beaucoup de démonstrations. Chers téléspectateurs, on va les retrouver juste derrière la météo. Ce soir, sur le grand rendez-vous, nous allons tout simplement nous retrouver au monde agricole pour évoquer la situation des attaques. Oui, nous parlerons précisément des attaques, sinon des champs de maïs attaqués par les chenilles au Bénin. Il faut rappeler que c'est une grande préoccupation pour les producteurs ainsi que les autorités à divers niveaux. Des techniques à vous offrir dans un instant. Inquiétude également, mais cette fois-ci au niveau des femmes et sur le plan sexuel. Quand est-ce qu'il faut donc s'inquiéter face au dysfonctionnement sexuel au niveau donc des femmes? On aura le temps d'évoquer bien sûr la question avec l'aide d'un sexologue, psychologue, dans un instant sur Nature et Bien-être. On va accueillir ce soir oui, des apprentis physiciens, si vous le voulez. Oui, c'est comme ça on les appelle, tout simplement. Ils font partie du club scientifique du Bénin, des élèves à qui on apprend à faire de la science physique par la pratique. Démonstration pour vous dans un instant sur ce plateau du grand rendez-vous qui va bien sûr vous offrir le journal à 19h45 avec Roch Aurélien Akouaïnou. Bonsoir Roch. Bonsoir Assioum Gaba. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45, mais avant 19h45, dites-nous ce que nous propose la rédaction ce soir. Effectivement, ce soir à 19h45, le grand rendez-vous du journal. Et puis nous parlerons en baccalauréat 2018 qui n'a pas encore fini de livrer son verdict. Lundi dernier, sous une pluie battante, ont démarré au CEG Sainte-Rita à Cotonou les épreuves écrites de la session de remplacement, encore appelée session des malades. Et ils sont 115 à aller à l'assaut de ce diplôme. Nous allons aussi parler et promener nos caméras dans les marchés de nuit qui se multiplient un peu partout dans la ville, voir leurs spécificités. Pourquoi ne s'animent-ils que la nuit? Eh bien, vous aurez plus de précisions. Nous allons aussi parler de la drépanocytose. Nous allons nous plonger dans l'univers douloureux de ces personnes souffrant de cette maladie, une maladie héréditaire dont la prise en charge se révèle aussi onéreuse, une maladie qu'il est pourtant bien possible d'éviter à ses progénitures. Assioum. Merci beaucoup à vous, Roch Aurélien Akouaïnou. Oui, marché de nuit, c'est souvent des marchés qui sont liés à des communautés, sinon à des localités de façon précise, j'espère.
Je pense que ce n'est plus exactement ça, parce qu'à Cotonou, on a des marchés de nuit qui s'animent, hein, et le constat que nous allons vous présenter dans le 1945 a été fait à Cotonou. À Cotonou. Oui, c'est vrai qu'ailleurs, comment dit-on, à Lokossa, il y a également un marché de nuit qui s'anime, un marché très célèbre de nuit d'ailleurs, où nous avons réalisé un documentaire que les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir les semaines à venir. D'accord, donc rendez-vous donc à tout à l'heure, 19h45 exactement pour tous ces détails. Nous serons bien sûr donc à Gbadahime, c'est comme ça on appelle ça. Tout à fait. Allez, merci beaucoup Roch. Tout à l'heure, la suite, vous le savez, on ouvre les plateaux et je vais me retrouver avec Estelle Pazou sur le plateau de Monde Agricole. Monde agricole, les chenilles attaquent des champs de maïs et puis c'est de la nivaquine carrément hein, pour les producteurs, c'est amer. On aura le temps de vous présenter quelques techniques, sinon les dispositions que prennent les autorités béninoises pour donc pallier cette difficulté, cette situation. Dans un pour le moment, on suit ce reportage de Marchel. Le maïs constitue l'une des principales cultures vivrières au Bénin. Depuis quelques années, cette culture est menacée par une espèce de chenille légionnaire. Ces insectes détruisent progressivement les jeunes plants de maïs qui deviennent moins productifs. Ce nouveau ravageur est véritablement redoutable parce que la femelle est capable de voler 100 km en une seule nuit. Et en un temps record, toute une région peut être véritablement affectée. Alors, la femelle pond généralement des amas d'œufs sur les plantes. De ces œufs vont éclore de nouvelles larves qui vont créer, de par leur alimentation sur les feuilles, des dégâts de ce type. Et puis, progressivement, la larve va migrer au cœur de la plante et va détruire les organes de reproduction de cette plante. Donc, au bout d'une semaine, si rien n'est fait, le champ peut être complètement dévasté. Trouver une solution adéquate pour lutter efficacement contre ces chenilles serait la meilleure option pour faciliter la culture du maïs au Bénin. Il est important que nous trouvions des approches qui soient durables, qui soient compatibles à l'environnement. Dans le contexte actuel des changements climatiques, il nous faut véritablement travailler de commun accord avec les producteurs et tous les autres acteurs au niveau national comme international pour pouvoir accroître le niveau de sensibilisation et pour pouvoir également faciliter l'adoption de nouvelles technologies par les producteurs. La commercialisation du maïs représente une source financière importante dans le secteur agricole. Veiller à la bonne productivité du maïs serait un atout favorable pour l'économie béninoise. Sur le plan économique, cet insecte est véritablement important et mérite une attention particulière par tous les acteurs du monde agricole parce que le maïs est une céréale importante et si cette céréale est menacée, cela veut dire que la sécurité alimentaire de dizaines de millions de populations est véritablement menacée, non seulement au Bénin, mais au niveau du continent africain. Selon les estimations de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, les chenilles ont causé des dégâts sur plus de 39 540 hectares de culture de maïs en 2016. En 2017, un projet sur la stratégie de développement du secteur agricole 2017-2025 avait été lancé pour renforcer les capacités des populations vulnérables. Merci à vous, Marchel Gbetokho, pour ce reportage. Oui, on a vu donc ces chenilles-là qui attaquent les champs de maïs. Comme quoi, on ne pourra plus prendre de la cassa et puis le wok, quoi, la pâte de maïs aussi. Très, très consommée au Bénin, n'est-ce pas, Estelle Pazou? Bonsoir. Bonsoir à vous, Assioum. C'est un plaisir de vous retrouver au monde agricole et surtout d'aborder une situation
qui tourne autour d'une denrée très consommée au Bénin. Il s'agit bien sûr du maïs, et voilà, qui sont dans les champs, sont attaqués par les chenilles. Déjà, pour parler du maïs, quelle est sa place dans les céréales consommées au Bénin? Avant de répondre à votre question, c'est un plaisir également de vous retrouver sur le plateau du Monde agricole après une semaine, je dirais, d'absence. Alors, il faut dire que le maïs joue un rôle important dans l'économie béninoise, comme ça a été dit dans le reportage. Il est produit dans toutes les régions du pays et fait l'objet d'importantes transactions. Pour ce qui est de la consommation, autrefois, le maïs était simplement consommé dans le sud et le centre du Bénin, mais aujourd'hui, le maïs est consommé dans toutes les régions. Du nord au sud, toutes les populations consomment le maïs. Et selon un article du PROCAD, le programme cadre d'appui à la diversification agricole, le maïs est la céréale la plus consommée au Bénin devant le sorgho et occupe une place de choix dans la sécurité alimentaire. Ok, donc c'est la denrée la plus, c'est la céréale la plus consommée. La plus Selon l'article. Avant, on pensait que le maïs était simplement consommé au sud et au centre. Maintenant, aujourd'hui, même dans le nord, les gens consomment le maïs. Et il faut dire que le maïs entre dans la production de la bière. Et parfois même la production locale de maïs n'arrive pas à satisfaire les besoins des brasseries que nous avons sur le territoire. Le maïs est en manoué et en acloui. Je ne sais pas si vous connaissez la bouillie de acloui. Oui, il y a le acloui, il y a le acloui et tout le reste. Oui, tout ça c'est le maïs, mais moi je parle de acloui. Acloui séché surtout. Ah d'accord, vous aimez le acloui. Les aliments courants pour toutes les personnes de tous âges et de conditions. Le maïs est aussi utilisé dans la production d'aliments de sevrage pour les enfants. Et on ne peut pas évoquer le maïs sur ce plateau sans parler, comme vous venez de dire tout à l'heure, du wok que nous aimons bien, qui est consommé à Abomey, surtout à Abomey chez moi. Ah oui. Et il ne faut pas oublier le akassa que les Porte-Noviens aiment. Vous parlez de wok, vous connaissez ceux qui appellent ça amé? Vous le connaissez? Ceux qui appellent ça les hadja. Les hadja. Oui, la pâte dure du maïs. C'est là-bas. On mange vraiment. Et si on quitte la consommation chez les hommes, le maïs du côté de l'élevage est utilisé, est intégré dans les proventes de volailles en aviculture intensive et les autres espèces à cycle court comme le lapin ou le porc. Tout ceci pour dire combien le maïs est important dans l'alimentation et le quotidien des Béninois. Faut-il alors s'inquiéter de l'invasion chenille dévastatrice comme ce qu'on a vu dans le reportage? Si vous m'avez bien écouté, si vous avez écouté le débat que j'ai fait jusque-là, il faut véritablement s'inquiéter pour le maïs parce que déjà en 2016, 44 000 hectares de maïs ont été ravagés par les chenilles. 4 000 hectares 4 000 hectares. Et ont été ravagés par les chenilles dans la Takora et dans la Donga. En avril 2017, tenez-vous bien, plus de 40 000 hectares ont été touchés sur le territoire national. Mais pour une denrée aussi consommée, aussi importante que le maïs, il a lieu de s'inquiéter. Oui, et sans oublier que 40 000 hectares et 4 000 hectares, c'est un manque pour l'économie. Comment ça se passe? Parlons bien sûr des chenilles, leur invasion et tout. Comment ça se passe en fait? D'abord, ça a été mentionné dans le reportage, c'est des chenilles qui sont très rapides. Et elles s'attaquent aux feuilles. Et vous n'êtes pas sans savoir l'importance de la feuille pour une plante. Quand cette plante n'a pas de feuilles, c'est pas évident qu'elle puisse pousser et finalement donner le maïs. Et donc ces chenilles-là s'attaquent aux plantes et c'est toute la récolte qui en pâtit. Qui en pâtit donc et on mange les feuilles. Oui, les chenilles mangent les feuilles. Et nous empêchent de manger du maïs. À notre tour, oui. Carrément. Mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises, des moyens qui ont été trouvés pour lutter contre ces chenilles-là? Il faut dire qu'il existe des moyens naturels pour combattre ces chenilles. Je ne sais pas si ces moyens-là sont déjà mis en œuvre chez nous au Bénin, mais il y a des plantes comme le moringa, le nîmes ou le tabac. Moringa, nîmes, tabac. Oui, il existe beaucoup d'autres plantes, mais enfin, celles que nous avons chez nous, nous avons le nîmes, le moringa ou le tabac. Et il faut simplement identifier là où résident les larves et introduire ces plantes-là, là où elles sont. Et il y a également le cendre.
le cendre de charbon. Ah oui, donc quand on finit de préparer là... Il faut jeter, enfin je suppose, hein, peut-être que les spécialistes vont venir un autre jour pour aller amplement dans les détails. Il faut induire la cendre dans les champs de maïs. Dans les champs de maïs. Pour lutter contre les chenilles. Et ces méthodes sont efficaces et sont très efficaces, oui, quand on les applique, quand les larves sont petites. Ok. Donc il faut déjà commencer très tôt. Est-ce que, bon, comment peut-on savoir en fait que les chenilles sont là, histoire maintenant de prendre toutes ces précautions, bien juste quand vous avez un champ de maïs, il faut prendre déjà les précautions, savoir. Je ne sais pas s'il est opportun de prendre les précautions quand les chenilles ne sont pas encore là. Mais toujours est-il qu'un cultivateur qui a son champ de maïs et qui constate que les feuilles sont bouffées, c'est sûr que ça va lui mettre la puce à l'oreille. Il va prendre ses dispositions très tôt. Parce que quand on laisse les chenilles grandir, ces méthodes-là ne sont plus efficaces. Et il y a certains spécialistes qui disent que malgré tout, les méthodes que je viens de citer, ces méthodes-là ne sont pas à 100% efficaces et ils appellent les chercheurs à trouver d'autres solutions pour vraiment lutter contre les chenilles dévastatrices. Mais il faut spécifier aussi qu'il n'existe aucun moyen d'éviter l'invasion. L'invasion, ça peut arriver à tout moment. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre les mesures à temps pour éviter que les chenilles n'attaquent tout le champ. J'ai juste une question, qu'est-ce qui provoque même la production des chenilles? Sincèrement, je me pose la question depuis, d'où viennent-ils? On peut peut-être évoquer la question des changements climatiques. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si les changements sont à la base de l'arrivée des chenilles, mais je me dis que c'est une possibilité. Et on a longtemps utilisé les engrais chimiques dans les champs. Peut-être c'est des explications à l'arrivée des chenilles. L'utilisation des engrais chimiques, que cela puisse déséquilibrer exactement, parce qu'il y a des insectes qui consomment ces chenilles. Les chenilles. Oui. Et s'il y a des engrais qui détruisent ces insectes, c'est-à-dire les prédateurs des chenilles, c'est que les chenilles vont se multiplier davantage. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais les autorités béninoises parlent de lutte intégrée. Et donc, on est tous les acteurs peut-être à échanger les solutions, les mesures pour lutter contre ces ravageurs-là, pour ne pas que certaines personnes, certains cultivateurs restent sans information. Et parlant des chenilles, on a suivi un reportage, je pense, avant-hier, ici, sur le 19h45, on a suivi un reportage où un jeune Burkinabé commercialise, transforme ces chenilles-là carrément. C'est devenu une matière première pour lui. Peut-être qu'il vient nous débarrasser de ces... Enfin, je sais qu'il y a des chenilles qu'on consomme et qui, par ailleurs, ont beaucoup de protéines, plus que la viande même. Mais je ne sais pas si ce type de chenille est consommé. C'est pratiquement la même chose, parce que les autres aussi vont consommer les champs de maïs, il n'y a rien. Les feuilles de maïs, il n'y a rien à dire. Chenille, c'est chenille. Pour moi, je ne sais pas. Donc, c'est bien possible qu'ils viennent, peut-être, comme c'est sa matière première à lui, il fabrique même des biscuits de chenilles. À base de chenilles? Oui, à base de chenilles. Moi, j'aimerais bien goûter ça. C'est bon. Ce sera de la protéine 100%, carrément, pour vous, n'est-ce pas? Allez, merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Donc, rendez-vous demain, on sera avec le spécialiste, certainement. Si on arrive à la voir, il sera sur le plateau. Autrement, on va parler de l'igname. De l'igname, j'aime bien. L'igname pilé. Ça se voit que vous avez pilé. N'est-ce pas? Oui. Allez, merci, Estelle Pazou. Je vous remercie. Monde agricole pour continuer à parler denrées, des cultures agricoles, les techniques également. C'est toujours sur cette rubrique-là. On passe à autre chose sur ce grand rendez-vous. Messieurs et dames, Heureuse Danone et son invité nous attendent. Nous serons dans le monde des femmes aujourd'hui. Inquiétude au niveau, bien sûr, de nos chères dames, des dysfonctions sexuelles. À quand s'inquiéter? Voilà la question. Nature et bien-être. Oui, inquiétude au niveau donc des femmes sur le plan sexuel. À quand s'inquiéter face aux dysfonctions sexuelles?
question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure avec l'aide d'un sexologue. Juste derrière ce reportage, je dirais, c'est une voix pop qui nous fait savoir en réalité ce que pensent les Béninois ou les Béninoises des dysfonctions sexuelles. Est-ce qu'ils s'en inquiètent vraiment? Regardez. Si tu as une femme et il n'y a pas le sexe dedans, c'est nul. Ce qu'il y a de grave aujourd'hui, il y a trop de désertement sexuel aujourd'hui dans les foyers. Est déjà habitué à un rythme sexuel très élevé avant de se rencontrer, ou soit l'homme évite les préliminaires ou la femme évite les préliminaires. Très souvent, ce sont les préliminaires qui font que la femme atteigne vite son orgasme, ou soit ça dépend de la manière dont le partenaire prend et les deux se prennent, quoi. Ça dépend. On doit comprendre aussi que si vous avez commencé la vie sexuelle très tôt, peut-être à l'âge de 25 ans, vous les deux, 25 ans, 20 ans, vous les deux, il faut savoir que 20 ans après, l'acte ne serait plus comme le début. Parce que ce que nous mangeons, notre manière de vivre aussi fait que nous ne sommes plus forts. Ça va commencer à vous éloigner l'un de l'autre. Ça peut amener à l'infidélité. Et le plus souvent, c'est avec l'infidélité, on risque d'amener des maladies sexuelles au sein de la famille. Si c'est constaté avant le mariage, bon, justement, là maintenant, comme on dit un proverbe de chez moi, si l'épine rentre au cou, il faut l'arracher. Le plus souvent, comme il n'y a pas un lien, que ce soit administratif ou juridique, là vous pouvez vous séparer. Mais quand ça se constate après le mariage, c'est là que c'est dangereux, puisque la plupart des religions ne sont pas d'accord pour le divorce. Si cela est dû à une cause, à une maladie, il va falloir régler le problème. Si c'est au cours du chemin que vous avez constaté que l'un des partenaires a ce problème, ça ne devait pas être la cause d'une séparation dans la mesure où vous vous êtes juré amour et vie. Ce n'est pas le sexe qui crée l'amour, le sexe vient renforcer l'amour. Déjà le fait qu'on communique, le fait de l'avouer, de l'affirmer, c'est déjà un bon début. La communication, je crois que dans le couple, c'est quelque chose de très important, quoi. On revient en plateau avec, après donc toutes ces interventions, nous allons écouter M. Linsouci Jean-Baptiste Linsouci, qui est sexologue, psychologue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de signer votre grand retour sur ce plateau. Bonsoir, Rose Danodé. Bonsoir, Siomgaba. Dysfonction sexuelle féminine. Eh oui, tout à fait. À quand s'inquiéter, Rose? À quand s'inquiéter, tout à fait. On va en parler avec le sexologue. On a eu l'avis de quelques citoyens béninois sur le sujet. Alors, monsieur Linsouci, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on appelle dysfonction sexuelle? Une dysfonction sexuelle, c'est une certaine difficulté ressentie lors d'un stade de ce qu'on appelle la réponse sexuelle. La réponse. Donc, je peux rapidement citer ces stades. Oui. Donc, au stade du désir, de l'excitation ou de l'orgasme. Donc, voilà, donc c'est une difficulté ressentie à un de ces niveaux, voilà, je ne sais pas, donc à un stade quand même de la réponse sexuelle. Au niveau du désir? Oui, déjà. Au niveau du désir. Cela peut se manifester? Ça peut se manifester. C'est le manque du désir? Voilà, le manque ou l'absence totale. Ah. L'absence totale? Oui, donc on parle par exemple en cas de manque du désir sexuel hypoactif. Et puis quand c'est totalement absent, il y a un terme savant qui dit que on parle de l'albidynie. Ok. L'albidynie. Oui. L'albidynie. La femme ne ressent rien, elle n'a pas du tout envie. Elle n'a pas du tout. Parle-t-on de frigidité alors? Ah oui, en ce moment-là, c'est différent d'un problème de désir. C'est au niveau de ce que la femme devait ressentir pendant le rapport sexuel. Ah, c'est en ce moment-là on parle de frigidité. On parle de frigidité. Oui. Ah, oui. Donc c'est l'albidynie. Oui, l'albidynie. Qui concerne le début même. C'est-à-dire le désir d'abord. Oui, ça concerne le désir sexuel. Ok. Là, au niveau des préliminaires? Pas nécessairement, mais un peu partout
dans la vie quotidienne, elle n'a pense plus à ça. À un certain moment, elle ne pense plus au sexe, elle ne veut plus le sexe. Ce problème de désir sexuel peut être exprimé même comme un dégoût parfois. Donc, elle n'a pas du tout le désir sexuel. Et qu'est-ce qui peut amener cela? Les problèmes de désir sexuel sont souvent et très souvent liés au vécu, comme je viens de dire. Donc, c'est souvent à la suite d'un problème. Un viol? Oui. Une femme qui a été violée dès le bas âge? Oui, dès le bas âge, ça peut... Là, c'est souvent... je pense qu'on va rester dans le contexte d'un couple. Okay. D'accord. À un moment donné, il y a un partenaire où il y a la femme qui commence à ne plus ressentir ce désir-là. Donc, on ne va pas parler de causes en désordre comme ça. En ce moment-là, c'est souvent les préoccupations, donc le travail, l'arrivée d'un premier enfant. Et c'est souvent les problèmes de communication dans le couple, des conflits dans le couple, et qui peuvent expliquer des problèmes de manque de désir chez la femme. Manque de désir. Et parce qu'il y a un problème dans le couple, elle n'aura plus envie. Oui, mais parce que, un peu comme je disais, la femme se sent, c'est lorsque elle se sent vraiment bien dans sa peau, donc à l'aise, et validée par son partenaire, donc ce qu'on appelle en bonne intimité, Très donc bien. validée et aimée, valorisée par le partenaire. Elle ressent toutes les attentions, elle bénéficie de toutes les attentions qui viennent de son... Oui. Là, elle est dans les conditions pour réellement avoir le désir. Mais quand tout ça est en manque, elle n'a pas le désir. Ça peut, ça ne veut pas dire que ça doit. Non, mais pour la plupart du temps, les problèmes, les conflits d'un certain niveau dans le couple atténuent le désir sexuel chez la femme. C'est la femme. Oui. Alors, deuxième niveau, après le désir sexuel... Après l'albidinie. Après l'albidinie ou désir sexuel hypoactif. Ou désir sexuel hypoactif, là c'est en diminution. Oui, il y a des problèmes liés à l'excitation. Des problèmes liés à l'excitation. Oui. Quel genre de problème? Là, on rejoint le thème que vous aviez sorti, la frigidité. La frigidité. Okay. Donc, elle a peut-être le désir, mais elle ne ressent pas grand-chose. Pendant le rapport sexuel, son corps n'exprime pas, en fait, ne lui fait pas exprimer le plaisir qu'il faut pour vraiment jouir du rapport sexuel. Ça dépend de l'homme, non? Ou bien... Ça dépend de l'homme ou de la femme ou du couple. Ça dépend oui. De comment l'acte se fait peut-être. Oui, de comment l'acte se fait. Et ça rejoint, en fait, pour la plupart du temps, tous les problèmes liés, de dysfonction sexuelle sont très souvent, donc en plus grand pourcentage, liés au vécu. C'est psychologique. Les partenaires. Donc finalement, c'est psychologique, relationnel. Okay. Vous voyez, donc ça peut être aussi social parce que le monsieur, on parle de la femme, la dame a perdu son boulot et puis voilà, elle n'est plus, elle pense, elle a des soucis, donc ça peut occasionner ces problèmes-là de désir. Troisième niveau. Mais il peut y avoir aussi, donc on avait dit, quitter le désir. Oui. Donc le troisième niveau, c'est les problèmes d'orgasme. Il y en a qui n'ont pas l'orgasme pendant le rapport sexuel. Et je sais que hier, vous avez dit que toutes les femmes ne sont pas appelées à physiologiquement, ne sont pas disposées à avoir l'orgasme. Mais il y en a qui n'ont pas l'orgasme, pas problème de, comment on appelle ça, parce qu'elles n'ont pas habitué, elles n'ont pas entraîné le corps à atteindre ce niveau de plaisir. De plaisir. Donc, on pense souvent que c'est le but de tout rapport sexuel. Mais il y a plein de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. Donc on parle de problèmes d'orgasmie, on parle d'anorgasmie. Ok, mais mis à part cela, est-ce qu'il y a pendant le micro-trottoir, on a entendu une dame là qui dit que quand les préliminaires sont faussés, la femme
peut ne pas atteindre l'orgasme, que tout dépend des préliminaires. Quand c'est bien fait, la femme atteint l'orgasme. Oui, justement parce que l'orgasme, c'est le résultat d'un processus qui commence depuis le désir. Donc depuis le début, donc c'est depuis le premier stade de la réponse sexuelle. Ok, donc si la femme ne lubrifie pas suffisamment, donc la lubrification qui est le résultat d'un début d'excitation, donc de l'excitation, si on peut ainsi parler, voilà, alors que c'est l'excitation qui amène comment on appelle, l'orgasme. Vous voyez donc, si déjà c'est faussé au début, ce n'est pas évident que la femme parvienne à l'orgasme. À l'orgasme, mais une femme qui ne parvient pas, parce que des femmes au foyer pendant peut-être qui ont fait 50 ans de vie de couple, qui n'ont jamais eu l'orgasme, est-ce que ça n'a pas d'impact sur leur santé? Ça dépend, c'est une question aussi psychologique. Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'on appelle, il y a des femmes qui ce qu'on appelle l'orgasme. Voilà. Et qui vivent leur rapport sexuel de façon, entre griffes, satisfaisante. Parce qu'elles se contentent de ce qu'elles ont. C'est quand d'autres disent, il y a quelque chose qu'on appelle l'orgasme, qui se passe en 3 secondes, et que ça peut répéter chez la femme, donc orgasme multiple, que tiens, c'est quoi l'orgasme? Donc il y en a qui ne savent pas, en ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez un peu ce que je dis? D'accord. Mais aujourd'hui, la sexualité est libérée, l'information sur la sexualité est libérée, c'est un peu partout, on peut s'informer. Et donc, beaucoup s'inquiètent par rapport à leur performance, par rapport à ce qu'ils ressentent dans leur sexualité. La femme, face aux dysfonctions sexuelles, quand est-ce qu'elle doit s'inquiéter, en fait? Je vais plutôt finir par les étapes qu'on avait commencées. Avant d'aborder quand il y a aussi les douleurs pendant les relations sexuelles. Ok. Et donc, ça va me permettre de répondre à votre question. Il y a des femmes qui ont des douleurs pendant des rapports sexuels et qui pensent que c'est normal, quoi. Parce qu'il y a un corps étranger, donc un peu de douleur. C'est normal. Il y a des femmes donc les rapports sexuels ne doivent pas faire mal. Non, ça ne doit pas faire mal. Donc, il faut s'inquiéter. Et quand les femmes disent ça fait mal, je ne comprends pas. Bon, prenez ça comme le cri de la femme. Donc c'est quand même pour partager de bons moments. Normalement, quand la femme dit ça fait mal, l'homme doit s'inquiéter. Mais parfois elles ont mal. Hein. Souvent elles ont mal, mais elles supportent. Quand il y a un problème sexuel. Mais dans ce cas-là, il va... Comment est-ce qu'il faut gérer ça? Oui, dans ce cas, il faut justement que le couple se mette au pas dans l'apprentissage de sa sexualité. Parce que la sexualité, ça ne va pas de soi. Hein. Il faut l'apprendre, c'est une chose à apprendre. On apprend à vivre sa sexualité. Ok. Donc, il faut déjà commencer par s'informer sur la sexualité. Il faut beaucoup communiquer dans le couple. Donc, ça dispose vraiment, la femme à une sexualité épanouissante. Donc là, ça veut dire c'est mal, voilà, qu'il faut s'inquiéter. Quand on ne ressent non, plus le pas désir... seulement ça fait mal, mais quand pendant 6 mois, donc c'est des dysfonctions bien classifiées, donc par des sociétés savantes. Voilà, quand vous voyez que pendant 6 mois, le désir est parti, il faut commencer par s'inquiéter, il faut commencer par... se poser des questions. Oui, donc chercher à aller chez le médecin. Un médecin, un sexologue. Voilà, donc, quand vous avez des douleurs, commencez par voir un peu pourquoi il y a ces douleurs-là et comment est-ce que ces douleurs peuvent s'expliquer. Ce qui est sûr, ça peut être traité. On peut guérir de ces sexuelles. Ça peut être dû aussi à la taille du sexe de l'homme. À la taille, oui, mais c'est quand même quelque chose qui entre dans quelque chose et ça cogne beaucoup de choses. C'est assez de choses, vous dites quelque chose qui entre dans quelque chose et ça cogne quelque chose. Bon, c'est peut-être un peu... Oui, non, mais... Plus, mais je n'ai pas le choix de le terme qu'il faut. Donc, mais ça peut faire mal. Quand c'est trop gros, ça peut faire mal. Mais quand la douleur est ressentie pendant une longue durée, il faut s'inquiéter. Oui, quand à chaque rapport sexuel, il y a une certaine douleur, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Mais les problèmes il y a aussi des problèmes de contracture chez la femme
qu'on appelle le vaginisme. Les dysfonctions sexuelles, quand on a fait la recherche, Oui. c'est beaucoup de choses, hein, déjà. Oui, non, mais c'est tout. Pas tout. Non, c'est déjà tout. Dire. Hein, c'est classifié, ce n'est pas... On peut compter, en sexologie justement, c'est le domaine où on peut citer les maladies qui existent comme ça d'une manière précise. C'est fini, on vient de les citer. D'accord. Parlant de dysfonction sexuelle, donc on parle de problèmes de désir, les douleurs pendant les relations sexuelles, problèmes d'orgasme, et puis c'est tout. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci. À très bientôt. Chez le sexologue. Certainement. Demain. Certainement. On revient encore. Oui. Ah oui. Pour parler de quoi? Le viol, je l'ai annoncé hier. Ah d'accord. Le viol dans le couple. Dans le couple, hein? C'est ça. Ah, le mari qui viole sa femme. Bon, j'attends de voir. Mais voilà, on a eu sexuel des hommes. En plus. On a eu des hommes qui ont réagi comme vous. Est-ce qu'on peut me dire que j'ai violé ma femme? Ah ben, j'attends la réponse du sexologue. Il l'aura demain. Demain, répondre. Pas de souci. À demain donc. On va retrouver les apprentis. Oui, eux, ils viennent nous faire des démonstrations sur le plateau. Ce sont les membres du club scientifique du Bénin. On y va tout de suite avec l'expert. Tour en plateau, oui, avec bien sûr Franck Yovo, qui est le coordonnateur du club scientifique du Bénin. Avec lui, nous allons retrouver bien sûr les amis, les apprentis physiciens, si vous voulez, parce qu'ils viennent avec beaucoup d'objets pour faire des démonstrations sur ce plateau. Et là, c'est Paola, bonsoir. Bonsoir. Tu fais quelle classe déjà? Il faut parle aux gens, qu'on t'écoute correctement. Je passe en classe de 4e. 4e. Et vous fabriquez déjà des objets, vous apprenez à faire la science physique par la pratique. On va revenir à vous tout à l'heure pour les démonstrations. Et vous, vous appelez comment? On dit Pardon? On dit Shalom. Shalom, oui. D'accord. Et en quelle classe déjà? 4e. 4e aussi, d'accord. Rendez-vous tout à l'heure. Avec vous, Franck Yovo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau et avec, bien sûr, vos apprentis physiciens, on peut le dire ainsi. Exactement. Alors, le concept, c'est en fait apprendre les sciences physiques par la pratique. Dites-nous comment ça se passe avec les collèges au Bénin. Oui, exactement. Assume, comme vous voulez le souligner, le club scientifique se veut de démystifier la physique, les sciences de façon générale. Et pour cela, il s'agit d'aller au niveau de nos objets de milieu de vie pour pouvoir amener les enfants à ressortir les notions scientifiques, les schémas normalisés et tout ce qui leur est enseigné à travers le cours. Donc, les enfants, au niveau, pour le premier lieu où on l'a installé, c'est d'abord ce jeu les pylônes. Et dans ce sujet, il faut avouer que ces enfants ont pris du goût à la chose et se sont intéressés. Et ce soir, vous allez voir plusieurs objets qu'ils ont fabriqués et qui ont démontré. Ils feront leur première compétition du 24 au 26 prochain à l'Okosa. Voilà, devant... il y a même une compétition que vous organisez? Oui, il y a une compétition scientifique, oui. Au Bénin? Au Bénin, oui, au Bénin. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement à Cotonou que vous avez mis en œuvre le concept? Bien sûr, le concept, pour le moment, on a commencé par Cotonou, mais notre première sortie à Boycon l'année passée a donné un tic au professeur, à l'association béninoise des professeurs de physique du Bénin, qui vraiment a voulu que cette année, ce soit une compétition scientifique qui se fera à l'Okosa. Qui se fera à l'Okosa. Oui. Et donc, il y aura plusieurs collèges? Plusieurs collègues qui seront. Et nous aussi, on sera sur le terrain pour faire notre présentation. Votre présentation. Oui. Alors, j'aimerais voir quand même quelques démonstrations. Dites-nous déjà, Paola, qu'est-ce que tu as devant toi? Décris-nous un peu ton objet et fais-le fonctionner pour que les téléspectateurs puissent voir en réalité comment ça se passe. Cet objet, c'est une fleur électrique. Pour fabriquer cette fleur électrique, nous avons besoin des verres jetables, d'une lampe, des interrupteurs, des fils conducteurs et d'une boîte. Et d'une boîte aussi. Oui. Donc, c'est la boîte là, c'est en carton, c'est ça? Oui. Et puis, il y a l'interrupteur. Vous pouvez tourner l'interrupteur un peu face à la caméra là-bas, voilà, pour que les gens puissent voir. Donc, c'est l'interrupteur, ça. Oui. Donc, essayez de faire fonctionner ça pour qu'on voit comment ça fonctionne. Vous éteignez, vous allumez. Voilà. Encore.
Ok. Donc, c'est vous-même qui l'avez fabriqué? Oui. Alors, les verres jetables en plastique, c'est ça que vous avez... On a récupéré ça. Vous avez récupéré ça et transformé en cela. Ah ouais, super. Et, il faut souligner que dans le COB, ces enfants luttent aussi contre la pollution environnementale. Donc, c'est un tout. Et cela est vu à travers les notions de l'SA 5-6e. Et ils collectent les verres jetables que les gens jettent dans leur lit, les fonds jetés. Vous savez, dans nos établissements, on peut voir l'administration des boîtes de craie. Ces boîtes de craie, après usage, sont jetées dans la nature. Ces enfants collectent ces boîtes de craie et qu'ils utilisent comme boîtier pour fabriquer. Et là, ils mettent en exergue leur notion de mathématiques, n'est-ce pas? Au niveau du boîtier, c'est quelle figure? C'est quelle notion, quelle figure vous avez mis en œuvre là? C'est une forme cubique. Voilà. Donc, de 8 cm d'arête. Et là, cela leur permet de faire un rapprochement avec la notion de pavé droit qu'ils voient en même temps. Okay. Voilà. Ok, je vais rapprocher de Shalom pour que lui aussi nous fasse, il écrive un peu ce qu'il a en main. C'est quoi déjà, Shalom, pour parler? Oui. Cet objet que j'aimerais représenter est un panneau solaire qui produit de l'énergie électrique continue. Ah oui? Pour sa conception, nous avions eu besoin des canettes, des CD, des fils conducteurs et d'un carton pour emballer le circuit de notre panneau solaire. Pour la réalisation, nous avions coupé les canettes sous forme de demi-cercle et qu'on a sous forme de lamelles aussi. Okay. En physique, la classe de 6e nous fait rapprochement au cours du courant continu. En 5e, la production de courant et en 4e, la notion des atomes. En mathématiques, la classe de 6e et de 5e nous fait rapprochement au cours des figures circulaires. Et nous avions pris 6 cm comme rayon du disque. Ok. Et nous avions associé ces piles en série concordance. Sous l'effet des rayons solaires, les 3 électrons célibataires circulent d'une façon ordonnée pour faciliter la production du courant. Merci. Voilà. Donc c'est comme ça se passe. Alors je vais voir derrière ici, derrière vous avez les bonnes à travers ces bonnes-là. Quand on expose la face du panneau directement, comme vous le voyez, c'est le schéma normalisé que ces enfants ont fabriqué. Ok, c'est le schéma avec vous là. Du panneau. Donc quand les rayons solaires tapent sur le panneau solaire, il y a les électrons libres, comme vient de le souligner, comme c'est aluminium, l'atome d'aluminium, les 3 électrons célibataires sont ordonnés. Et ça facilite la production du courant. Donc, au niveau de ces 2 bornes qui sont derrière, vous pouvez récupérer une tension qui est à 3 volts. Voilà. Okay. Donc, c'est au niveau des 2 bornes. Quand on branche à 1 multimètre, vous pouvez obtenir une tension qui est autour de 3 volts. De 3 volts? Oui. Et ça peut vous aider à charger, par exemple? Oui, l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir charger, à remplacer et tout ça par une production propre et qui permet, que dirais-je, écologique, parce que c'est les canettes qui sont jetées pêle-mêle dans nos milieux de vie, qui sont récupérées. Alors, voilà. Donc c'est vous-même qui les fabriquez comme ça. À quel temps vous trouvez pour pouvoir le faire, ou bien c'est en classe que vous de réaliser ces objets-là? Ces objets, elles peuvent être réalisées, elles ne peuvent pas être réalisées au moment des cours. Nous la réalisons au temps libre ou au temps où nous pouvons prendre pour s'amuser ou bien pour jacasser par là ou par ici et par là. Nous prenons ce temps pour réaliser ces objets scientifiques. Ces objets scientifiques, ok. Super. Donc, demain, dans l'avenir, vous voulez devenir physicien, c'est ça? Vous allez fabriquer aussi des objets. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça vous aide vraiment en classe? Les exercices pratiques que vous faites, est-ce que ça vous aide vraiment en classe? Ces exercices pratiques que nous faisons nous aident à vite comprendre nos notions de cours et à vite les assimiler. Okay. Il y a même là une lampe de chasse qu'il a fabriquée là. Ah oui, il va mettre et puis voilà, on va se retrouver tout à l'heure à la rédaction. Cela permet rapidement aux enfants
Dans les établissements où on fait cours jusqu'à 19h, c'est difficile de regarder le tableau. Il met ça directement, il regarde le tableau, il recopie son cours et c'est plus facile à utiliser. Okay. Donc, voilà un peu les notions. Vous montrez Shalom en train avec sa lampe pour qu'on puisse lui dire au revoir et le temps qu'on le retrouve, bien évidemment, pourquoi pas très prochainement. Bien sûr. Pourquoi pas à Boïcon aussi pour la compétition scientifique à l'Ocosa. Voilà, merci beaucoup. On va retrouver une autre équipe dans quelques secondes sur le plateau avec eux, d'autres objets à démontrer, présenter dans un instant. Pour le moment, c'est l'heure du journal avec Roch Akoueino. Il est 19h45, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. Baccalauréat 2018, session de remplacement, le top est lundi dernier. 115 candidats inscrits, toutes séries confondues, partent à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Retour sur la première journée de composition dans ce journal. Le marché de nuit se crée de plus en plus un peu partout dans les villes et s'anime parfois jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Qui en sont les usagers et quels sont les produits vendus? Nous avons réalisé une petite investigation à Cotonou. C'est l'une des maladies les plus difficiles à vivre, la drépanocytose, dont la prise en charge est aussi onéreuse. Dans ce journal, nous nous plongeons dans l'univers quotidien des personnes souffrant de cette maladie. Et bonsoir mesdames et messieurs, 115 candidats inscrits planchent depuis ce lundi. Session de remplacement de l'examen du baccalauréat 2018, seul centre retenu au plan national, le CEG Sainte-Rita Cotonou. Retour sur la première journée de composition avec Patrick Adjagodjo. Lundi 20 août, première journée de l'examen du baccalauréat, session de remplacement. En pleine composition, Dame Nature a tenu compagnie à ses candidats ayant été pour la plupart malades à la session normale de juillet 2018. Nous en distinguons deux types, à savoir les candidats qui n'ont pas pu se présenter le jour de la composition, c'est-à-dire des candidats absents et qui ont des raisons valables pour ne pas pouvoir participer à l'examen. Il y a le deuxième cas de type de candidat, c'est les candidats qui ont commencé la composition effectivement, mais qui pour des raisons des ennuis de santé et bien évidents n'ont pas pu achever la composition, c'est des abandons. Ce sont ces deux catégories de candidats que nous recueillons et qu'on reçoit ce jour pour la session de remplacement. Ils sont 115 candidats à s'inscrire à cette session de remplacement du baccalauréat 2018. Venus de tous les départements du Bénin, c'est au Collège d'enseignement général Sainte-Rita, l'unique centre de composition, qu'ils planchent. Nous avons toutes les séries ici, à savoir la série A1, A2, B, C, D, F1, F2, F3 et F4, G1, G2 et G3. Venus de tous les départements donc, du Bénin, c'est le centre unique. Donc ils ont commencé la composition dans la sérénité, dans la quiétude. Tout se passe bien. Pas de raté au plan organisationnel, mais deux candidats ayant effectué le déplacement pour prendre part aux épreuves écrites ont très tôt faussé compagnie à leurs camarades. Leur état de santé était toujours fragile. L'infirmière a recueilli dans ces deux candidats les soins intensifs à eux apportés par le centre ne leur pas permis, n'est-ce pas, de continuer la composition. Donc ils ont dû abandonner. Donc nous avons donc au total, sur les 115 candidats inscrits, 76 sont présents. Il y a 39 absents et 2 cas d'abandon. 18 h, la sirène retentit sous une pluie battante. C'est la fin de la première journée. Dylan, candidat de la série D, se dit satisfait. Dans l'ensemble, bon, ça s'est bien passé. Et bon, je pense que les autres épreuves à venir seront plus abordables. Quand tu as eu les épreuves, quel sentiment tu as eu? Bon, j'étais un peu content et fier aussi parce que c'est ce que j'ai appris qui est sorti. Donc j'étais heureux. Les épreuves écrites prennent fin vendredi. Elles se déroulent au même moment que les travaux de correction et de secrétariat. Les résultats sont attendus en début de la semaine prochaine.
Bonne chance à ces candidats. Il n'était qu'une plante utilisée pour ses vertus thérapeutiques. Progressivement, il est devenu un légume. Difficile aujourd'hui d'imaginer une fête ou un menu sans le chayo, la basilic africaine. La demande est devenue si importante que les maraîchers en ont fait une culture de choix. Le chayo, un légume en pleine expansion, c'est un reportage signé Estelle Pazot. Ces plants de chayo sont arrivés à maturité. Leur prochaine destination, les étalages des bonnes dames. Il y a peu, ce légume n'était pas cultivé de façon régulière. Mais aujourd'hui, il intéresse à plus d'un titre les producteurs agricoles. Ils se sont même appropriés les techniques pour sa culture. On fait son pépinière et on couvre avec des feuilles et on arrose. Si ça poursuit là, on enlève, on repique. Si ça monte, on donne engrais. Et ça monte plus que pépinière là encore. Maintenant, on revend à une planche à 700. Pour maximiser la récolte et satisfaire la demande sans cesse croissante, les maraîchers ont deux possibilités de traitement. Il y a des gens qui le produisent sans engrais. Mais on a compris finalement que beaucoup de personnes aiment le chayo du jardin parce que c'est propre. Les feuilles sont bien vertes, bien propres, alors que ce qui n'est pas produit avec les engrais, les feuilles ne sont pas bien développées. Et l'acidité, c'est-à-dire l'antibiotique, ça sent de trop et les gens n'arrivent pas à supporter l'effet de la chose. Voilà. Outre sa rentabilité, le chayo, encore appelé basilic africaine, permet d'enrichir les sols. Il est également reconnu pour ses propriétés antibiotiques. Et nous restons dans le domaine agricole pour vous informer que le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était dans la commune de Banté où il a pu constater les efforts des producteurs de riz et de soja. Il en a profité pour expliquer à ces derniers les ambitions du gouvernement dans le domaine agricole. La riziculture augure de beaux jours à Banté. Les efforts dans l'arrondissement de Gouka en donne l'assurance. Et sur un périmètre de plus de 5 hectares, des femmes leaders déploient toutes leurs énergies pour contribuer à la sécurité alimentaire. Elles n'ont pas attendu de grands moyens avant de faire veille en termes de production rizicole. Néanmoins, énumérer leurs besoins en tracteur, en fourrage, en aire de séchage, en bottes, en décortiqueuse, en engrais et en besoins matériels. Certains lieux d'échange commerciaux ont la particularité de ne s'animer que la nuit. Ce sont les marchés de nuit et on les retrouve de plus en plus un peu partout dans les villes. Ils s'animent parfois jusqu'au petit matin. Mais qu'est-ce qui fait leur spécificité? Qui sont les usagers de ces marchés? Nous sommes allés faire le constat à Cotonou, que voici. Ici, c'est le marché Agué-Mawénan, situé au quartier Sainte-Cécile, dans le 6e arrondissement de Cotonou. Comme vous le voyez, c'est un marché qui ne s'anime que la nuit, avec une ambiance toute particulière. On y retrouve toutes sortes de produits, surtout différents types de poissons frais. Les principaux clients de ce marché de nuit sont souvent des hommes et des femmes, comme Dame Mathilde, absorbés toute la journée par les activités professionnelles. Moi, je suis maîtresse coiffeuse et souvent, dans la journée, je m'occupe de mes clientes. Donc, je n'ai pas souvent le temps de passer dans la journée pour payer. Mais quand je sors les soirs, en allant à la maison, je prends par ici pour payer des poissons frais. C'est pourquoi, par moment, je viens dans la nuit pour payer. L'histoire de ce petit marché sans aucune infrastructure, mais qui s'étend de jour en jour, le long de la voie, remonte à environ 25 ans. Il y a une dame du nom de Anti. C'est elle et quelques femmes qui vendaient ici jusqu'à mon arrivée. J'ai alors estimé que le marché ne pouvait pas rester ainsi. Nous avons décidé de l'agrandir afin que les gens sachent qu'on peut y trouver de gros poissons frais. Effectivement, ça a pris et le marché s'anime bien. Généralement ouvert à 17 h, le marché grouille de monde, souvent bien au-delà de 0 heure. Dans cette obscurité, outre ce lampadaire qui éclaire à peine le carrefour, seules ces lampes à pétrole leur servent d'éclairage. Autre lieu,
autre marché de nuit drainant aussi de l'affluence. Nous sommes ici en face de la pharmacie des 4 thérapies. Ici, on vend du poisson frit. Ces revendeuses y restent parfois jusqu'à 3 heures du matin. Les poissons là, si on fait au marché, on va les frire d'abord avant de revenir au marché. Deuxième fois, sinon tu ne peux pas tout vendre ça à la maison. C'est à cause de ça qu'on vient les soirs. Si on vient les soirs là, les bonnes dames viennent payer chez nous. Tout comme le marché de nuit de Sainte-Cécile, des faux billets, elles en reçoivent régulièrement. Mais elles ont aussi leur technique artisanale de détection. Comme c'est la nuit là, on peut donner à nos prochains pour regarder si c'est un faux billet. Pour voir encore une autre fois, on met de l'eau sur le billet et on frotte ça pour voir si c'est vraiment un faux billet. Si c'est vraiment un faux billet, ça déteint la couleur facilement et on voit que c'est un faux billet. Les risques liés au marché de nuit sont considérables pour ces femmes, mais elles disent ne pas avoir le choix puisque l'activité leur permet de faire face à leurs charges. Réorganiser ces marchés de nuit ne serait que salutaire pour vendeurs et acheteurs et aussi pour les collectivités locales qui pourraient engranger quelques recettes. Un tanker disparaît mystérieusement au large du Gabon. Ce long de 121 mètres battant pavillon panaméen a disparu en effet des écrans radars depuis le 14 août et se situerait entre les eaux du Gabon et de Sao Tomé et Principe, selon une source militaire régionale jointe par l'agence France Presse. À Tbilissi, la capitale géorgienne, le ministère des Affaires étrangères a précisé qu'il y avait 17 marins géorgiens à bord de ce navire qui reste pour le moment introuvable. Et le patrouilleur de la marine militaire italienne, le Disciussi, qui a porté secours à plus de 177 naufragés dans les eaux malaises de la nuit du 15 au 16 août, a obtenu le droit d'accoster à Catane, en Sicile, après 6 jours d'errance au large de Lampedusa, mais peu après, le ministre de a donné l'ordre d'empêcher tout débarquement tant que Bruxelles n'aura pas garanti une répartition des migrants dans les différents pays de l'Union européenne. Les négociations menées par Bruxelles depuis plus de 48 heures suite à la demande du chef de la diplomatie italienne se révèlent complexes. Et nous venons maintenant à cette maladie, une maladie les plus difficiles à vivre, la charge est non seulement onéreuse, mais elle fait davantage souffrir les personnes qui en sont atteintes. Pourtant, il est bien possible de l'éviter. Il s'agit justement de la drépanocytose. À travers ce reportage que nous vous invitons à suivre, nous nous plongeons dans le vécu, dans l'univers quotidien des personnes souffrant de cette maladie. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose. Maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes, selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sont bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000. 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu.
Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est le cas de la Fondation Arnaud Biaou. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, merci à vous, Ketura Boko. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Roch. On revient en plateau avec d'autres apprentis physiciens et bien sûr en compagnie du coordonnateur du club scientifique du Bénin. Il s'agit bien sûr de Franck Yovo. On avait eu sur le plateau Paola et Shalom qui nous ont fait donc, des démonstrations, nous présenter leur fabrication, si vous voulez ainsi. D'autres sont également sur le plateau. Je vais les laisser se présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Moufa Afis. Moufa Afis. Le Moufa Afis. Élève en classe de terminal C, ce les pylônes. Terminal C, hein? Oui. Ce les pylônes. Oui. Et vous? Moi, c'est Yovo Auguste. Élève en classe de terminal aussi, terminal D, ce les pylônes. Ce les pylônes. Oui. Ah ouais, là-bas, là, vous avez vraiment les sciences, carrément, les sciences physiques, c'est ça? Et les mathématiques? Oui. D'accord. Dites-nous déjà, on peut déjà commenter une présentation déjà des objets que vous avez amenés. Oui. Là, c'est quoi déjà? C'est l'hélicoptère électrique. Cet hélicoptère électrique est fabriqué à la base des objets de récupération. Ici, nous avons carton. Nous avons utilisé des mesures nécessaires pour la réalisation. Ok. Et dites-nous, concernant les circuits internes, nous avons basé sur les notions du cours de 6e et terminale. Les notions de cours de la 6e jusqu'en terminale? Oui. Oui. C'est le schéma normalisé qu'ils ont réalisé pour le circuit hélicoptère. Déjà, à ce niveau, dans le schéma, nous avons le circuit série, nous avons tiré les DEL, et les moteurs pour les hélices ici. Les moteurs, voilà. Et d'autres DEL qui sont montés en dérivation. Voilà, cela rappelle les notions de circuit et en même les notions de maille, les notions de nœuds qu'on a les enseigne en termes de. Oui. Et voilà. Et comme ça, ça fonctionne. Ça tourne déjà. Hein? Oui. À ce niveau, ils ont mis en évidence la notion d'accélération, la notion de fréquence du moteur. Il faut en parler un peu aux téléspectateurs. Donc à ce niveau, nous avons les mesures des hélices. Oui. Et là, nous avons déterminé la vitesse angulaire. Puis c'est le moteur même, ils ont mentionné la fréquence. Donc la fréquence, et là, nous avons déterminé la vitesse angulaire. Donc, voilà, on va passer au Caterpillar. Oui. Voilà. Ah oui, un Caterpillar. Vous allez, ça c'est pour les travaux. Les travaux de construction de l'établissement. Encore on n'a pas encore le laboratoire dans notre établissement. Je pense que ça va vous aider dans les travaux. Ça va nous aider. D'accord. Allez-y pour présenter-nous déjà votre Caterpillar, carrément. Oui, vous avez devant vous un Caterpillar qui est fabriqué avec des canettes, des boîtes de canettes. C'est juste pour avoir la forme d'un Caterpillar qu'on a pris les boîtes de canettes de Malta Guinness. On a utilisé des circuits pour ce qui concerne le coût. Voilà. Et les circuits, vous voyez, c'est le circuit ça. Oui. Et là, vous avez les lampes. C'est un peu le circuit vers vous. Voilà, d'accord. Et sous le là, reliés tous en série, parallèle entre eux. 4 moteurs qui permettent l'évolution du Caterpillar. On met ensemble aussi sur la notion de l'accélération terminale à ce niveau. Et
Pour les mouvements, on a utilisé la pression. Oui. La pression, il va commencer. Oui, allez-y. On va constater. Voilà. C'est le bras, l'avant-bras plutôt qui se soulève. Oui. Et le chariot. Le chariot. Voilà. Donc c'est avec la pression. Oui, Donc la vous pression. avez utilisé des seringues. 8 seringues reliées 2 à 2. Ok. Pour le circuit, Pour le circuit, on va allumer. Voilà. Donc, allume, laisse Oui, allumer. laisse d'abord. D'accord. Et là, ça met en évidence déjà la notion de circuit. Quand on dit aux enfants de 6e, 5e, on monte les lampes en dérivation, en parallèle avec des grands chemins gigantesques. Oui. Déjà, avec cette construction d'objets technologiques, déjà, cela, vous savez, quand un professeur veut faire son cours, il amène cet objet en classe et il dit, les enfants, regardez, vous voyez, ça va accrocher l'enfant. Il ne restera plus ennuyé de simplement écrire, de rédiger, à apprendre. À partir de ce montage, de cet objet technologique, lorsqu'on va dire, voilà, ce qui siffle, c'est le moteur, c'est le buzzer, au fait, voilà son schéma normalisé, voilà comment il se présente. L'enfant ne sera plus étonné quand on fait des schémas normalisés des éléments, il saura déjà à quoi faire le rapprochement. Donc, c'est un peu ça. Il y a enfin le chargeur qui est là. Que... Nous avons une source de tension stabilisée, complètement appelée adaptateur. Maintenant, cet adaptateur est composé des éléments tels que les transformateurs, le et nous avons également le condensateur. Oui. Et vous pouvez déplacer l'hélico, amener l'hélico vers ici pour qu'on puisse bien voir les chargeurs de l'autre côté. Voilà. Ok. donc, le chargeur est fabriqué à base, nous avons basé sur les notions du coût également et du circuit à l'intérieur. Et après, nous avons branché le courant ici et ça va sortir une tension continue. Ce qui met en exergue le courant continu. Comment transformer le courant alternatif en un courant continu. Vous savez, cet adaptateur est vu en classe de 3e déjà et en classe de première. Vous savez, les enfants n'arrivent pas rapidement à faire le rapprochement. C'est ça qui est dans nos chargeurs qu'on utilise à la maison. Mais vous savez, pour ce qu'on utilise à la maison, ça se gâte rapidement. Mais ceci, c'est éternel parce qu'on a fabriqué ça il y a très longtemps. On l'utilise non seulement pour charger, mais également pour faire fonctionner les appareils de faible mesure. Voilà. Donc, c'est un peu ça, et cela met en évidence les notions vues en classe, et l'enfant sera intéressé. Donc, il faut bien brancher. Oui. Là, on va voir. Il faut montrer à la caméra le portable, la caméra qui est là-bas, voilà. Non, ici, voilà, c'est bon, oui. Donc, il faut bien brancher en bas. Oui. Voilà, donc ça prend la charge déjà. Oui, ça prend la charge. C'est les 11 volts là qui viennent ici. Et à ce niveau, nous avons fait le circuit de manière que nous avons utilisé la loi d'Ohm et déterminé le conducteur micro pour pouvoir tourner bien. Oui. Appuie le bras en bas. C'est pour la caméra qui est là. Ici. Voilà. Donc, voilà un peu beaucoup comment de fabrication. On fera la démonstration à l'OCOSA, je le soulignais, du 24 au 26. Et là, nous, on demande, parce qu'il faut souligner que c'est sans un accompagnement. Oui. Et ce qu'on remercie déjà, c'est l'administration de ce jeu-là qui nous soutient et qui nous motive à aller de l'avant. Donc, il reste à ce que les partenaires... Alors, côté du ministère... Du ministère, bien sûr, on a été voir le ministre et il était impressionné par nos fabrication. Le reste, il nous a promis nous accompagner. Donc le projet est en cours, je pense qu'avec ton appui au niveau de la communication, et on pourra faire un peu plus d'informations autour pour que les partenaires qui veulent vraiment, parce qu'aujourd'hui, pour l'objectif, l'ODD numéro 4, il s'agit d'accompagner l'éducation. Donc l'éducation au niveau de la science, aujourd'hui, il faut forcément qu'on y aille par la pratique. Afin d'amener les enfants à aimer. Puisque ça chute l'essai scientifique, si on ne fait rien, on n'aura plus de techniciens pour... Comme cela se doit. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour tout ce que vous faites au niveau du club scientifique du Bénin. Je pense que c'est une initiative que vous avez déjà commencé par multiplier dans les autres pays. Bien sûr, bien sûr. Je pense que le territoire national, ça va prendre
Bien sûr, bien sûr. Pour qu'on puisse avoir pratiquer en réalité ce qu'on apprend à l'école, apprendre les sciences juste par la pratique. Pour nous, c'est de faire des compétitions internationales d'ici à là, avec d'autres pays partenaires qui sont autour de nous. Merci beaucoup à vous, Franck Piovo. Merci également à vous, chers amis. On va rester bien sûr en votre compagnie. Le temps, bien sûr, de suivre dans quelques secondes l'actuel qui nous sera présenté. Bonsoir, ouvrons cette revue par le Sénégal où une nouvelle ville est en train de naître. Il s'agit de Diamniadio qui ambitionne de redonner un souffle à Dakar. Cette ville est en train de sortir de terre avec ses trains, son autoroute, son centre de congrès, ses universités, ses hôpitaux et ses habitations. L'objectif affiché par les autorités est de désengorger la ville de Dakar, la capitale. Bâtie sur 2000 hectares, la nouvelle cité se situe à 30 km de la capitale et devrait abriter à terme 350 000 habitants. Les premières habitations sont attendues pour septembre 2018. Tous ces immeubles qui sortent de terre sont financés par le privé. Le Venezuela a dévalué sa monnaie de 96%. Cette dévaluation est adossée au rattachement du nouveau bolivar à une crypto-monnaie créée afin de contrer les sanctions financières des États-Unis. Après le lancement de nouveaux billets amputés de 5 zéros, le gouvernement vénézuélien a dévoilé la seconde phase de son plan de relance économique qui est la dévaluation du bolivar par rapport au dollar. Pour atténuer les effets de cette dévaluation, le président Nicolás Maduro a annoncé une hausse du salaire minimal de 5 millions à 180 millions, soit 1800 bolivars souverains ou encore $30 au taux qui était celui du marché noir et qui devient le taux officiel. Autre information, en Australie, dans la boutique de Sarah Freeman, on n'achète pas de vêtements neufs, mais plutôt on emprunte des habits d'occasion. Un acte militant pour dire non à la fast fashion et aux ravages environnementaux du consumérisme. Choqués par la vitesse à laquelle ses compatriotes achetaient et jetaient des textiles de mauvaise qualité, sans parfois les porter, la jeune femme a eu l'idée de convoquer dans le monde du textile le concept du prêt pour créer une bibliothèque de vêtements. Entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a doublé et le nombre de vêtements achetés chaque année par les consommateurs a augmenté de 60% selon le cabinet Mike Kinsey et compagnie. Et pour finir, en France, un prêtre du diocèse de Valence, Pierre Villon, a lancé hier une pétition en ligne réclamant la démission du cardinal et archevêque de Lyon, Philippe Babarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Le cardinal Babarin est poursuivi par d'anciens scouts lyonnais pour ne pas avoir dénoncé à la justice de vieilles agressions pédophiles dans son diocèse, en particulier celles commises par le père Prénat. Et c'est la fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. C'est un numéro de Actu Web conçu par Christelle Agbangla et présenté par Marcel Betoro. Et ce sera tout également pour l'émission du Grand Rendez-vous. Mais avant de partir, la météo d'abord.
Voilà donc le temps qui fera chez vous demain 7h00 où que vous nous suivez. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, et restez bien sûr passer la soirée, j'allais même dire, en compagnie des programmes de BB24. On se retrouve demain 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Ciao.